Pendant cette deuxième heure, on va donc se concentrer sur ces corrections-là. Hein. Et je dis tout d'abord qu'il y aura deux types de corrections dues, si vous voulez, à la taille finie de la corde, qui sont bien distinctes. Une qui allait déjà dans la région des grands paramètres d'impact, donc à grande distance, et la deuxième qui est limitée à la région que j'appelais 3, qui correspond à des petits paramètres d'impact. Alors la première va être interprétée comme des excitations dues à des forces de marée qui arrivent quand il y a cette collision à très haute énergie. À nouveau, on peut s'attendre à des choses de ce genre si on considère une métrique non banale de l'espace-temps, mais là, à nouveau, elle va émerger comme un résultat d'un calcul qui est fait complètement dans l'espace-temps plat. Et la deuxième, c'est un phénomène qui est lié à la dualité, c'est good old, c'est la dualité qu'on a considérée tout au départ quand on a parlé de la naissance de la théorie des cordes, la dualité de Dollond-Horn-Schmidt. Bon, je vais revenir sur ça, mais il y a une raison assez technique pour dire que ces corrections-là sont limitées à la région des petits paramètres d'impact. Donc, 1, 2, 3. Donc, premier effet, il aura lieu déjà dans cette région-là, tandis que le deuxième est limité à la région 3, où dans les diagrammes logarithmiques, on va d'abord regarder les effets des cordes ici. Je l'appelle excitation des marées de la corde. Et après, on va regarder cette région-là qui est très intéressante parce que là, il y a vraiment des effets de taille de la corde qui sont très prononcés et donnent des résultats qualitativement différents. Alors, le premier phénomène est lié au fait, de dessiner ces diagrammes-là avec deux boucles, juste pour faire un exemple. Là, il y a nos cordes fermées qui arrivent. Ils interagissent entre eux à travers l'échange d'un graviton, mais en théorie des cordes, il n'y a que des cordes. Donc, le graviton, je vous rappelle, c'est une corde fermée à masse nulle. Donc, cet échange d'une corde fermée à masse nulle, qui est le graviton, permet à cette corde initiale de faire une transition, donc de s'exciter. Donc, si cette corde-là était à masse nulle, par exemple, on peut avoir que la corde jaune a une masse non nulle. Hein. Ça s'appelle, disons, dans l'ancienne terminologie, on parlait d'excitation diffractive, parce que c'est comme ça que, par exemple, dans la physique hadronique, quand on fait des collisions à haute énergie de protons-protons, quelquefois, ça arrive que les protons s'excitent, devient un proton excité avec une masse plus grande, mais avec le même nombre quantique, la même charge, le même spin et tout ça. Ça, c'est assez analogue, mais on a plus tard compris qu'il s'agissait bien des forces de marée qui donnaient l'effet. Et l'autre effet, donc, avant de décrire chacun en détail, c'est cet effet-là qui est lié à la dualité de Dollond-Horn-Schmidt. Prenons le diagramme à arbre, maintenant il n'y a pas de boucle, et regardons qu'est-ce qui correspond à l'échange d'un graviton en théorie des cordes. D'un côté, je peux voir ce diagramme-là comme l'échange d'une corde fermée, mais aussi comme la production d'une corde fermée dans l'autre voie. On appelle ça la voie S et la voie T. Donc, soit en échange d'une corde qui est à T près de 0,
soit la formation d'une corde. Et comme vous voyez, les deux cordes initiales donnent une seule corde comme état intermédiaire. Cette corde bleue doit avoir la même énergie, ou si vous voulez, doit avoir dans le centre de masse une masse égale à l'énergie totale dans le centre de masse du système. Donc, à très grandes énergies, cette corde bleue est très, très lourde. Voilà. Donc, l'effet qu'il y a ce processus, ces cordes intermédiaires dans la voie S du processus, donne des phénomènes qu'on va décrire dans la deuxième partie de cette heure-là. Et là, c'est à nouveau, désolé pour toutes ces figures-là, je l'avais dans des files précédents, donc dans des fichiers précédents, je les recopiais. Donc là, on montre bien les cordes excitées et les cordes formées et les cordes échangées. Donc il y a, vous voyez, trois types de cordes. Les rouges sont échangées, les jaunes sont excités et la bleue, c'est une formation d'une corde dans le... Alors, donc, là, à nouveau, je souligne les calculs de ces processus d'excitation de la corde a été fait déjà en 1987 par notre groupe sans aucune référence à un espace-temps courbé. Mais après, disons, en particulier Steve Giddings a souligné le fait qu'on peut réinterpréter ces résultats qu'on avait déjà obtenus en termes de force de marée. Comment on voit ça? Une façon assez simple de faire le calcul, c'est le suivant. Si vous prenez les formules de l'angle de déflexion que j'avais donné il y a une heure, pour, disons, la particule 1, elle dépend de l'énergie de la particule 2, constante de Newton et paramètre d'impact. Mais on peut imaginer que les différentes parties de la corde 1, dans ce cas, comme ils sont à des B différents, à des distances différentes de l'autre, ils ne sont pas tous au même point parce qu'à cause de l'extension, cet angle de diffusion n'est pas le même pour tous les morceaux de corde. Et il y a une variance, si vous voulez, de l'angle de déflexion qui est donnée par la dérivée de θ par rapport à B fois la longueur de la corde. Ça, c'est comme ordre de grandeur quelle est l'incertitude de la fluctuation dans l'angle de déflexion. Quand on a, donc imaginez que vous avez comme un flux de particules à masse nulle qui vont toutes dans la même direction, ils donnent un système à masse nulle. Si je commence à l'éparpiller, disons à les envoyer dans des directions différentes, avec un angle delta θ, le système prend une masse finie qui va comme l'angle fois l'énergie totale du système. C'est juste de la cinématique relativistique. Donc, je prends ce delta θ, je multiplie par E1, et à nouveau, je tiens quelque chose qui est symétrique en 1 et 2, et qui est donné par cette expression-là. Vous voyez que la longueur de la corde rentre en jeu. Elle rentre en jeu parce que j'ai considéré le fait que la corde a une taille. J'appelle cette quantité-là l'excitation, la masse d'excitation de la corde. Alors, en théorie des cordes, il y a un mass gap, c'est-à-dire il y a des cordes à masse nulle, et si on veut faire une excitation, on doit
monter de 0 jusqu'à cette échelle caractéristique de la corde que l'on appelle ms. Alors, si j'impose que la masse, l'excitation de la corde est au moins égale à ms, j'obtiens tout d'un coup une condition sur B. La condition sur B pour que la masse d'excitation excède l'échelle caractéristique de la corde. Si je fais ça, j'obtiens que les phénomènes alliés seulement si B est plus petit d'un certain B2. D, c'était l'ancien nom pour diffractive, mais on devait l'appeler peut-être B marée, qui est donné par cette expression-là. Et ça, c'est exactement ce qu'on avait trouvé avec les calculs directs, sans aucune hypothèse de ces phénomènes-là en 1987. Donc, à nouveau, on peut faire tous les calculs dans l'espace-temps plat, on trouve des résultats, et après, on peut renverser et on peut dire, le résultat est effectivement cohérent avec le fait qu'il n'y a pas seulement une métrique qui fait des déflexions, mais il y a aussi une métrique qui fait en même temps des excitations type force de marée. Et effectivement, on peut faire les calculs de qu'est-ce qu'il se passe si on va en dessous de cette valeur critique du paramètre d'impact. Je vous souligne que ce paramètre d'impact peut être grand. Vous voyez, ce n'est pas un paramètre d'impact de l'ordre ni de la longueur de la corde, ni, on peut vérifier, ni du rayon de Schwarzschild. Donc, c'est un phénomène qui existe déjà dans la région que j'ai appelée 1 dans le diagramme plus simple ou la région que j'ai appelée 2 dans le diagramme plus compliqué. Mais si je me mets à des valeurs de B toujours plus petites, donc au-delà des valeurs critiques, je peux étudier quel est le spectre d'excitation. Donc, ça veut dire quelle est la probabilité d'avoir une excitation de la corde initiale jusqu'à une masse m. Je peux étudier ce spectre en fonction de m. Et là, il y a un résultat assez intéressant. Je trouve que la probabilité d'exciter la corde jusqu'à une masse m croît comme la densité des états. C'est-à-dire, vous rappelez-vous, quand on a parlé de l'entropie des cordes, qu'on a dit que l'entropie des cordes est m sur la masse de la corde. C'était aussi le nombre de string bits. Donc, c'est un peu comme, disons, la probabilité était très démocratique. On populait tous les états de la corde, et donc la probabilité d'avoir une certaine masse d'excitation allait comme le nombre d'états à ce niveau de masse. Mais évidemment, cette croissance exponentielle croît, mais juste à cette masse d'excitation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà de la masse classique d'excitation de la corde. Donc on est à B. À B égale B critique, la masse d'excitation, disons, M est égale à la masse d'excitation. Si je veux, la masse d'excitation est égale à ms, donc on n'a aucun espace pour jouer. Mais si je suis à B beaucoup plus petit que la valeur critique, la masse d'excitation est beaucoup plus grande que ms, et entre M égale ms et M égale M excitation, il y a cette croissance exponentielle du nombre d'états et de la section efficace. Au-delà de la mx, la section efficace décroît d'une façon très rapide. Et l'autre chose, je peux maintenant évaluer la probabilité du processus élastique. Comme il y a beaucoup de pertes de probabilité vers des cordes excitées, je trouve évidemment que
probabilité d'avoir le processus élastique, donc de ne pas avoir une excitation, elle décroît, et cette fois, elle décroît comme l'exponentielle de moins l'entropie. Et donc, disons, le processus élastique est tué, si vous voulez, d'une façon aussi violente. Donc, je trouve que ça, c'est assez intéressant. Alors, d'une façon un peu plus technique, si on veut vraiment faire des calculs précis et calculer tout dans tous les détails, on doit effectivement suivre la procédure qu'on avait suivie en 1987 et on trouve un résultat, disons, que je dirais c'est aussi très intuitif, mais cette fois est très précis. C'est-à-dire, pour tenir compte des effets des marées, on trouve, ces résultats d'un calcul pas tout à fait banal, que ça suffit de prendre l'exponentielle di delta, donc la phase qu'on avait tout à l'heure, et pour tenir compte des effets des cordes, on remplace ça par un opérateur dans l'espace des non-oscillateurs harmoniques de la corde. Donc, c'est ce qu'on fait, on prend ça et on remplace B par B plus la différence des deux opérateurs de position de la corde. Les X, vous savez, les X mu de la corde, évalué en sigma générique, mais à tau égale 0. Les X de la corde dépendent de sigma et tau. Sigma varie entre 0 et 2π pour une corde fermée, disons, je pense d'habitude j'ai utilisé 0 et π, mais là, disons, j'avais 0 et 2π. C'est moyenné sur sigma U et sigma D. U et D correspondent à up and down, sont les deux cordes. J'aurais pu l'appeler X1 et X2, je l'appelais U et 2. Mais, disons, ces opérateurs de la corde sont évalués à tau égale 0, qui correspond, on verra bien, au moment de la collision. Pour le reste, delta est exactement ce que c'était dans le cas précédent. Donc, il y a juste cette substitution-là, et les deux petits points correspondent à faire du normal ordering des opérateurs pour avoir un résultat fini. Ça, c'est le résultat du calcul. Et qui a une interprétation très jolie, parce que si je représente la collision entre mes deux cordes de cette façon-là, ça c'est une corde, ça c'est l'autre, disons les paramètres B qui définissent les moments cinétiques du processus, je peux les voir comme la distance entre les centres de masse de cette corde et les centres de masse de cette corde, la distance, les vecteurs qui unissent les centres de masse. Mais c'est ce que la formule qu'on a trouvée avec un calcul explicite nous dit, c'est qu'en effet, les gravitons vont être changés pas entre les centres de masse d'une corde et les centres de masse de l'autre, mais entre un point arbitraire sur une corde et un point arbitraire sur l'autre. Et après, je dois intégrer sur où je mets ces points-là et où je mets ces points-là. C'est exactement ce que cette formule-là nous dit de faire. On intègre sur sigma. Je vous rappelle que sigma, c'est le paramètre qui nous dit où je suis sur cette corde, sur l'autre corde. Et je dois utiliser comme paramètre pas B, mais B plus la différence entre ces deux petits vecteurs qui définit où je suis sur chaque corde. Donc il y a cette interprétation très pittoresque, si vous voulez, d'un résultat d'un calcul. Donc, et si je prends ça et je développe la technique, par exemple, je prends ces opérateurs-là et je mets d'un côté mon état initial, de l'autre côté, je peux mettre n'importe quel état excité de la corde.
cet opérateur-là, comme c'est un opérateur qui contient les oscillateurs de la corde, me dit exactement quelle est l'amplitude des probabilités pour passer de l'une à l'autre. Le processus est complètement unitaire. Il y a une unitarité dans la théorie qui est préservée. L'information est préservée. Et je pense que c'est très intéressant parce que l'information est préservée même si, vous voyez, les résultats macroscopiques feront peut-être penser au contraire qu'il y a une entropie qui joue un rôle comme s'il y avait une perte d'information. Mais cette formule-là nous dit que non, tout est cohérent, tout est unitaire, parce qu'il y a des amplitudes précises et on peut démontrer qu'il y a une unitarité. C'est unitarité dans l'espace à deux cordes, mais où les deux cordes peuvent être excitées. Dans ces sous-espaces de Hilbert, il y a une unitarité explicite de la théorie. Alors, deuxième démonstration, à nouveau, vous voyez qu'on passe d'une approche à l'autre, c'est à nouveau de dire est-ce que j'aurais pu avoir ces résultats, en réfléchissant dans ces métriques des ondes de choc. Oui, on peut le faire. Considérons maintenant pas un point matériel, mais une corde qui bouge dans une métrique de Eichelbusch-Sechsel ou une généralisation de Eichelbusch-Sechsel si l'énergie est un peu plus distribuée. Vous vous rappelez que là, c'était la formule de la métrique dans ces coordonnées. Et considérons l'action de Polyakov, l'action de la corde, dans cette métrique-là. Au lieu de considérer un point matériel dans cette métrique-là, c'est ce qu'on a fait l'heure passée, maintenant je considère une corde dans cette métrique-là. Alors, vous vous rappelez la métrique de l'action de Polyakov à cette expression-là, où, bon, 2 et 2 bar veut dire d sigma plus d tau, d sigma moins d tau. G mu nu. Mais la métrique de Eichelbusch-Sechsel est la métrique plate, du dv plus dx2, c'est la métrique plate, plus ce terme-là. Donc, isolons la métrique plate, donc j'ai réécrit G mu nu, j'utilise ça, plus la contribution de cette partie-là. Et là, il y a l'astuce. Je vais utiliser la jauge du compte de la lumière qu'on avait déjà utilisé pour faire la quantification de la corde, où, astucieusement, j'identifie la coordonnée petite u qui, pour l'action de la corde, j'ai écrit comme grand U de sigma et tau. Je fixe la jauge en disant que c'est U de sigma et tau ne dépend pas de sigma, elle est simplement tau, avec les coefficients habituels. Si je fais ça, tout se simplifie, parce que vous voyez, si j'insère ça ici, je dois mettre 2U d bar U fois phi de x fois la delta U. Et la delta U devient une delta de tau. Donc, je peux intégrer ce tau. C'est pour cette raison-là que tau, le taux de la corde, va être fixé à 0. Et je reste juste avec un intégral sur sigma. Et je peux reproduire à nouveau cette formule-là. Ce n'est pas difficile d'arriver à justifier ça. Donc, à nouveau, vous voyez de plusieurs façons qu'on retrouve les effets qu'on s'attend d'une géométrie émergente. Pourquoi je dis ça? Parce que
pour être très précis, si je considère vraiment ça comme une théorie des cordes, c'est-à-dire je mets une métrique du type Eichelborn-Sechsel et j'essaie vraiment de faire une quantification de la corde dans cette métrique-là, je me heurte à des problèmes à nouveau, d'anomalies et des choses comme ça. Donc, il émerge dans ces calculs, mais il faut le voir comme une approximation de ce que vraiment, ce n'est pas vraiment juste de prendre la théorie des cordes et la quantifier dans cette métrique-là, mais, disons, à l'ordre dominant dans un certain développement, nous obtenons de cette façon-là les bons résultats. On ne peut pas pousser cette analogie trop loin, mais, disons, ça marche jusqu'à l'ordre d'approximation où on travaille. Donc, c'est une façon simplifiée, mais, disons, très efficace de décrire ce qu'il se passe. Voilà. Donc, ça, c'est réconfortant que, disons, on réobtient de cette façon-là des effets de l'espace-temps courbe qu'on s'entend d'avoir. Alors, ça, c'était les régimes d'excitation diffractive de la corde. Et comme dernier régime pour aujourd'hui, c'est celui où la taille de la corde domine sur les autres échelles. Hein? La région que j'appelais 3 dans chaque diagramme. Alors, première chose, les phase shift, le déphasage. Vous rappelez que le déphasage va comme le log de B en 4 dimensions ou avec une puissance B négative si le nombre de dimensions de l'espace-temps est plus grand que 4. Donc, apparemment, il y a une divergence à B égale 0. Mais B égale 0, ça veut dire petite distance, correspond par transformation de Fourier à des grands transferts d'impulsion. Et effectivement, là, j'ai quelque part, attendez, je voulais récupérer, voilà. Donc, on est intéressé à ces deltas. Et on a dit qu'à grand B, on connaît bien et on peut, disons, faire confiance à cette forme de delta. Si je considère petit b correspond à des grands Q dans cette intégrale-là. Mais là, effectivement, avoir une théorie des cordes ou avoir une théorie des champs fait une grande différence. Donc, ça c'est pour vous dire qu'à petit b, l'amplitude des cordes nous donne un résultat qui est différent de ce qu'on aurait dans une théorie des champs. Et l'effet est dramatique, parce que dans la théorie des champs, il y aurait une divergence à B égale 0, tandis que dans la théorie des cordes, cette divergence à B égale 0 est résolue, et le déphasement va comme une constante, que je n'ai même pas écrite parce qu'elle n'est pas observable, plus une correction qui va comme B2, donc très régulière à B égale 0. Donc il y a un changement dans le déphasage, il est logarithmique ou une puissance inverse de B à grand B, et elle devient très régulière à petit b. Alors, je peux m'amuser. De toute façon, elle est grande si je vais à des grandes valeurs de l'énergie. Donc, je peux encore faire mon approximation des phases stationnaires et n'en tirer maintenant une relation entre l'angle de flexion et les paramètres d'impact, mais cette fois à petit b. Maintenant, je suis à B plus petit que la longueur de la corde. On est dans cette région 3. Et maintenant, comme je dois prendre la dérivée du déphasage par rapport à B, j'obtiens quelque chose qui est linéaire en B. Je souligne le fait que maintenant,
c'est B à la puissance 2 dans n'importe quel nombre de dimensions de l'espace-temps. On devient comme ça. Et je peux réécrire θ comme la constante de Newton fois une densité fois B, où je définis la densité comme le rapport entre l'énergie et une R qui est liée à la longueur de la corde, à part un log. Alors, l'interprétation de ça, à nouveau, est très facile. Maintenant, ma corde est grande, parce que je considère les cas où la longueur de la corde domine, et je peux regarder quelles sont les déflexions des particules qui rencontrent une onde de choc qui a une section de l'ordre de la longueur de la corde. Et évidemment, la déflexion va être toujours plus grande quand je m'approche à une collision comme ça, marginale, mais après, pour des raisons évidentes, elle redevient petite, la déflexion. Vous voyez ça, là, il y a une petite déflexion parce que je suis lointain du centre, mais quand ma particule est un paramètre d'impact de l'ordre de la taille de l'onde, j'ai une déflexion maximale. Après, elle redécroît à nouveau et finalement, quand je suis sur l'axe, il n'y a pas de déflexion. Donc, l'angle de déflexion dans cette région-là décroît avec B. Décroît à nouveau. Ici, elle augmente, elle arrive à un maximum et elle décroît. Je peux calculer l'angle de déflexion maximale. Elle est le rapport de R, rayon de Schwarzschild, divisé par la taille de la corde à la puissance d-3. Et comme je suis dans le régime 3, où la longueur de la corde est beaucoup plus grande que R, cet angle est petit. Donc, l'angle de déflexion qui, dans les théories des champs, exploserait parce qu'on a un point matériel, donc on va tout près du point, là, elle est régularisée par la taille de la corde. Il y a cet angle maximal, mais je peux me poser la question, bon, et si j'essaie d'évaluer la section efficace, si je prends un angle plus grand que l'angle classique de déflexion, qu'est-ce que devient la section efficace? Bien sûr, elle doit être pénalisée parce que je cherche un processus qui classiquement il ne peut pas avoir lieu. Donc, du point de vue quantique, c'est possible, mais c'est petit. C'est comme un effet tunnel dû à la mécanique quantique. Et ça, c'est le régime, c'est un peu subtil, c'est le régime où on peut effectivement comparer l'approche des Gross et compagnie avec les nôtres, et c'est là qu'on trouve un accord spectaculaire. Il y a une petite différence qu'on peut comprendre déjà au niveau arbre. Bon, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais vous voyez que c'est quand même une formule pas tellement simple, et le fait qu'elle arrive avec des approches complètement différentes, c'est intéressant. Et c'est aussi là un régime où on a argumenté en faveur de l'existence en théorie des cordes d'un principe d'incertitude étendue, qu'il faut voir. Il y a des gens qui l'ont pris vraiment au sérieux. On a dit, bon, on doit vraiment changer les principes de Heisenberg. Moi, j'ai la tendance, même si j'ai contribué à l'introduire dans ce domaine-là, à les prendre un peu comme quelque chose à nouveau d'efficace. C'est-à-dire que tout le monde connaît delta x, delta p plus grand que h bar. Donc, je peux l'écrire comme delta x plus grand que h bar sur delta p.
Donc, si je prends delta P très très grand, en théorie ordinaire, je peux avoir un delta X si petit que je veux. Le problème dans la théorie des cordes est que pour échanger un grand delta P, il me faut beaucoup d'énergie et cette énergie-là typiquement excite une corde qui aura une taille de l'ordre de alpha prime fois delta P. Donc il y a une compétition entre un effet qui va comme 1 sur delta P et un effet qui va comme delta P. Ça, si vous voulez, c'est la taille d'une corde d'énergie delta P. Et c'est un petit peu la taille des cordes changée. Bon, bref, ça c'est un peu l'explication naïve de cette formule-là, mais disons, on trouve une évidence pour, d'une façon efficace, pour l'impossibilité de mesurer des delta X qui sont plus petits que la taille de la corde. Parce qu'effectivement, si vous avez une formule 1 sur delta P plus delta P, il y a une limite inférieure à cette quantité qui est donnée par la racine carrée des produits de ces deux choses-là. Non? Et donc, on obtient justement la longueur de la corde. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur cette idée-là, même changé les principes d'incertitude, mais on n'a pas vraiment changé les règles de la mécanique quantique quand on a fait la quantification de la corde. C'est seulement que si on fait ce processus de collision, on arrive à ce résultat. Et dernier sujet, on va maintenant regarder la partie imaginaire de delta dans ce régime 3. Tout à l'heure, on a vu comment la partie réelle de delta est modifiée à des petits b. Hein. Maintenant, on va regarder la partie imaginaire. Je l'avais déjà écrit. Je vous avais dit qu'elle est liée au fait que l'échange d'un graviton en théorie des cordes est associé par dualité à la production d'une corde dans la voie S. Donc, cette production donne une partie imaginaire. Hein, c'est typique de n'importe quelle théorie, des cordes ou des champs. Mais, comme cette partie imaginaire n'a pas la singularité de Coulomb 1 sur Q2, parce qu'on peut voir facilement que la partie imaginaire n'a pas cette singularité, à nouveau, c'est la dualité. Hein. Si on prend une singularité dans la voie S, on n'aura pas la singularité dans la voie T. Donc, on perd tout de suite ces 1 sur QD. Mais dans la théorie des champs, on obtient 0. Dans la théorie des cordes, on obtient quelque chose qui est fini, n'est pas singulier à t égale 0. Et donc, comme résultat de la transformation de Fourier, on obtient quelque chose qui est très petit à des grands B. Hein. Il y a toujours cette complémentarité de la transformation de Fourier. Donc, régulier à petit t au Q, très petit à des grands B. Donc, ça, c'était la partie imaginaire qu'on avait toujours négligée jusque-là parce qu'on disait on est à B beaucoup plus grand que la longueur de la corde, mais maintenant on est en train d'étudier précisément la région où B est plus petit que BI, donc cet exponentiel, il ne nous fait rien, et on obtient une jolie partie imaginaire. Alors, à nouveau, comme la partie imaginaire de delta est différente de 0, l'amplitude élastique n'aura plus valeur absolue égale 1, et on obtient à nouveau que la cession de collision est supprimée, et c'est supprimé par l'exponentielle de moins 4 imaginaire de delta. Je mets ça là-dedans, et je peux écrire ça d'une façon intéressante. C'est exponentielle de moins S, et tout le reste définit une échelle M étoile
qui, à un logarithme près, que je ne garde pas, est très intéressant, c'est la moyenne géométrique entre l'échelle de la corde et la seuil de production des trous noirs, la seuil que je m'attends pour produire les trous noirs, qu'on a discuté plusieurs fois. Donc, si vous voulez, cette M étoile est la masse de la corde divisée par une puissance de la constante de couplage, tandis que le seuil a GS à la moins 2. C'est intéressant aussi de noter que cette absorption due à ce phénomène de production de cordes dans la voie S devient du même ordre de la suppression des sigma élastiques quand on avait regardé les excitations tout à l'heure. Si là je mets B égale LS, ça veut dire que si je remonte en arrière, beaucoup en arrière, voilà, là, les phénomènes de marée nous donnent une dépression de la section efficace élastique qui devient du même ordre de l'effet ici quand on va dans la limite entre les deux régions. Donc, il devient du même type. En effet, je pense qu'il devient difficilement distinguable du point de vue physique. Donc, ah oui, là j'avais encore les... Voilà. Donc, on obtient ça. Et je peux aussi m'amuser à prendre pour S, parce que la région 3, elle s'étend jusqu'au seuil M threshold de la production de trous noirs, la supposée production de trous noirs. Donc, je peux prendre S égale MTH à la puissance 2. Je fais ce rapport-là. Évidemment, j'obtiens que sigma élastique, maintenant, elle est supprimée par E à la moins GS moins 2. Et si vous prenez les notes d'il y a 2 semaines, je pense, ça, c'est rien d'autre que l'exponentielle de l'entropie. Bon, oubliez cet SH, je pense que je ne l'avais pas défini. Et l'entropie des trous noirs qui sont sur cette courbe de correspondance. Donc, on trouve des choses qui ont l'air de bien coller avec tout ce qu'on sait. Donc là, c'était encore les diagrammes. Là, c'est un diagramme qui vous montre que si on considère un diagramme avec beaucoup de boucles, effectivement, on peut avoir dans la voie S des états intermédiaires avec beaucoup de cordes fermées. Là, par exemple, j'ai 6 boucles et j'ai 5 cordes fermées produites dans la voie S. Alors, c'est un exercice pas tout à fait banal de faire le calcul de la probabilité d'avoir un nombre différent de codes fermés produites dans le processus. Et on obtient, grosso modo, comme une distribution de Poisson, et donc où le nombre, la moyenne des nombres de codes fermés qui sont produites est donnée par cette même quantité imaginaire de delta, donc que j'ai réécrit là et que, je vous rappelle, on l'avait écrit comme S sur M étoile à la puissance 2. Mais alors, quelque chose à nouveau de très intéressant se passe parce que maintenant je peux calculer l'énergie moyenne dans les cordes que j'ai produites dans le processus. Je prends l'énergie totale en moyenne, je divise ça par le nombre de cordes que j'ai produits. Donc, ça nous donne une estimation de l'énergie qui va dans chaque corde produite.
Et à nouveau, comme avant pour l'échange des gravitons, là c'est le nombre de cordes produites qui croît comme la puissance 2 de l'énergie. Et comme j'ai toute l'énergie à distribuer, j'obtiens quelque chose qui décroît avec l'énergie. Bon, jusqu'à un certain point où je ne peux plus faire confiance au calcul. Mais quand même, il y a toute une région où je peux faire confiance au calcul et où je trouve que l'énergie des cordes produites décroît en augmentant l'énergie initiale de mon processus. Le nombre croît rapidement et l'énergie décroît. Et si je calcule, si j'appelle cette énergie moyenne des cordes produites une température, température efficace, j'obtiens qu'elle va comme m étoile 2 divisé par E. C'est un calcul assez facile. Et donc je trouve une chose un peu bizarre du point de vue de la physique, à nouveau de la physique des particules, c'est-à-dire que c'est une espèce d'anti-scaling. D'habitude, en physique d'accélérateur, l'énergie des états finaux est proportionnelle à l'énergie initiale. Tandis que là, elle a la dépendance inverse par rapport à l'énergie initiale. Mais ça, c'est exactement ce qu'on s'attend par des trous noirs. Les trous noirs ont une température qui est inversement proportionnelle à la masse. Donc, si j'imagine de former des trous noirs, je peux m'imaginer d'avoir des états finaux qui ont des particules mous, avec des petites énergies. Et pas seulement ça, cette température-là, si je me mets maintenant à l'énergie E seuil, comme l'énergie E seuil, c'est la masse de la corde divisée par GS2, vous trouvez que l'énergie finale est exactement de l'ordre de ms, qui est rien d'autre que la température de Hawking si je suis sur la courbe de correspondance. Donc, je pense que c'est mieux de montrer un petit dessin. C'est ce qu'il arrive, c'est la chose suivante. Si je regarde l'énergie moyenne des cordes que j'ai fermées, que j'ai produites dans le processus, et je suis dans la région dite 3, donc on doit seulement regarder la partie en dessous de l'énergie de seuil. Donc je regarde cette région-là. C'est ce que je trouve, c'est que l'énergie croît jusqu'à quand l'énergie des états finaux croît jusqu'à m étoile, et après elle commence à décroître comme 1 sur E, et quand j'arrive à la seuil, cette énergie des cordes dans l'état final coïncide, à quelques facteurs numériques près que je ne peux pas évaluer, avec la température de la corde, qui est la température aussi des trous noirs, quand je suis à cette énergie-là, à ce niveau de masse-là. En effet, là, j'ai dessiné aussi ce que serait souhaitable, serait de trouver que l'énergie des états finaux décroît avec cette puissance-là. Vous voyez bien qu'à D égale 4, j'ai exactement la même courbe. Donc, à D égale 4, disons, c'est ce qu'on pourrait trouver dans cette région-là, c'est que la pente continue comme ça. Par contre, en dimension différente des 4, il devrait y avoir comme une espèce d'angle entre les deux courbes. Donc, ça, c'est ce qu'on arrive à faire dans ces régimes relativement faciles où on n'a pas encore trouvé
des trous noirs. Hein. On ne voit pas évidence des trous noirs, mais la chose intéressante, c'est que là, on observe un phénomène qui, disons, anticipe un comportement du type trou noir. C'est pour ça que là, j'ai mis une phrase pour dire que si on est dans ces cas des figures où l'échelle de la gravitation quantique est à l'échelle de T et V, donc elle est accessible au LHC, on pourrait imaginer de voir des signaux de la gravitation quantique même avant d'arriver à une vraie production de trous noirs. C'est-à-dire que la gravitation elle-même, même sans les trous noirs, nous dit que dans certains régimes, il doit avoir, disons, on peut dire, l'état final du processus doit devenir beaucoup moins énergétique comme conséquence de la gravitation. C'est-à-dire, il devrait y avoir une seuil d'énergie au-delà de laquelle il y a une croissance un peu anormale, si vous voulez, du nombre de particules produites et par conséquent une diminution de l'énergie moyenne des particules produites. En effet, je pense qu'au LHC, les expérimentateurs cherchent des événements de ce genre-là, disons plutôt sphériques, à symétrie plutôt sphérique, donc où les particules finales n'ont pas de direction très privilégiée, mais elles sont très nombreuses et pas trop énergétiques. Donc, la semaine prochaine, on a vu aujourd'hui, la semaine passée, on avait regardé la première ère, on a regardé la région ici. Deuxième, on a regardé la région 2 et 3, où il y a des effets de la taille de la corde. Et, disons, la semaine prochaine, la première heure, on va s'occuper donc du régime un peu plus difficile que celui à droite de la ligne verte. D'un côté, donc, irradiation des ondes gravitationnelles par le processus et même si d'une façon approximative, on va faire quelque chose pour décrire même la région de l'effondrement. La deuxième ère, la semaine prochaine, on va changer un petit peu de processus et on va considérer des collisions avec des brins où, peut-être d'une façon surprenante, la vie sera un peu plus facile. Voilà, c'est midi, donc merci beaucoup de votre attention.